C'est un nouveau camouflet cinglant infligé à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée-Bissau congédie une mission politique de haut niveau que la CEDEAO a mandatée pour aider la classe politique bissau-guinéenne à parvenir à un consensus autour du calendrier électoral. Pourquoi Umaro Sissoko Embalo retourne-t-il sa veste contre Abuja, lui naguère si dévoué à la cause de l'organisation sous-régionale? L'analyse de la CEDEAO humiliée à Bissau avec nos invités au plateau. Didier Nouroudina Alou est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Gilles, bonjour ambassadeur. Bonjour téléspectateurs. Ambassadeur, je voulais quand même spécialement vous saluer. Merci. Moi qui suis un de vos fans qui vous suivait depuis longtemps, toujours depuis Niamey. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur le même plateau que vous ce matin. Merci. Vraiment, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Didier Alaou est journaliste spécialiste en communication pour un changement de comportement social et d'impact. Il est le directeur général d'Africa Dev, Afrique Action Développement. En compagnie, il a vendu la mèche. Didier, c'est celui qui ne bouge pas, Sogoyou Kegewe. Son Excellence, bonjour. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs, et je crois qu'ils ont passé un bon dimanche, la plupart étant de grands chrétiens. J'espère qu'ils sont sortis de la messe et qu'ils feront une petite partie de la messe avec nous pendant 1 ou 2 heures de temps. Sogoyou Kokou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Guinée-Bissau, Embalo humilie la CEDEAO. New World Forum en 4 modes de réception. Vous nous recevez via satellite sur notre bouquet New World TV ou l'application ou encore notre chaîne YouTube. 4e mode de réception. Nous sommes en direct également sur Facebook et vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions. Le numéro pour nous écrire plus 228 96 08 43 43. Que vous soyez d'accord avec nous ou pas, envoyez nos contributions. Je me ferai le plaisir de les relayer dans la seconde partie. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, likez cette émission, protégez-la et partagez surtout nos New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. Alors, chers invités, une première question plutôt générale de la CEDEAO des années 90. C'était la grande CEDEAO capable de déployer une force d'interposition. Et Comong, au Libéria, qu'est-ce qui reste aujourd'hui après le départ des pays de l'AES et puis ce camouflet cinglant que Umaro Sissoko Embalo envoie à la figure de la communauté sous-régionale? Didier Alou. Merci. Je pense qu'il reste quand même l'histoire. La CEDEAO a un parcours, la CEDEAO a une histoire. Et aujourd'hui, il faut bien faire la différence entre les différentes sortes de CEDEAO qu'on pourrait avoir. Et je pense que la CEDEAO des peuples, elle a quand même bien évolué, elle est bien intégrée et que on constate quand même que de toutes les façons, les peuples de l'espace CEDEAO arrivent quand même à bien s'intégrer et à bien mouvoir dans l'espace, et qu'à ce niveau, il n'y a absolument pas de problème. Par contre, au niveau de la CEDEAO des dirigeants, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Et les erreurs se sont multipliées de plus en plus. Et la CEDEAO ne représente aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Et donc la CEDEAO, on est bien loin aujourd'hui de la CEDEAO de 1990 à laquelle vous faites allusion tantôt. Mais je pense que cette CEDEAO qui est gâtée par sa plus belle mort, cette CEDEAO aujourd'hui, il faut quand même connaître que son plus gros problème, ce sont les protocoles d'accord additionnels qui sont intervenus dans les années 90 et précisément 93, je crois, à Cotonou, où de la CEDEAO, la première vision des pères fondateurs qui était bien claire. L'intégration économique et sociale. Absolument, cette CEDEAO a été corrompue parce que simplement les Occidentaux cherchaient quand même à prendre le contrôle. Et ils ont réussi parfaitement à prendre le contrôle en forçant la main à nos dirigeants afin d'intégrer donc ces protocoles additionnels. Et depuis ce temps, c'est de déchéance en déchéance. Et aujourd'hui, je pense que la CEDEAO n'a que son histoire à raconter. Excellence Sogoyou Kegewe, pour vous, les choses sont claires. La cause de la CEDEAO était entendue depuis. Umaro Sissoko Embalo apporte de l'eau à votre moulin. Non, Embalo, il n'est pas de mes amis, mais il commence à devenir sympathique parce que il commence à voir clair.
Umaru Sissoko Embalo commence à voir clair. Parce qu'au fait, la CEDEAO, comme le disait mon vis-à-vis, depuis ces histoires de protocole additionnel où des forces extérieures ont pris le contrôle du regroupement, un regroupement, comme son nom l'indique, qui est économique. On n'a jamais parlé économie. On n'a jamais parlé convergence économique pour créer une monnaie. On ne s'est jamais préoccupé de ce qui se passe aux frontières. On vient transformer ça en instrument politique terroriste pour ceux qui refusent de se mettre le doigt sur la couture devant les forces extérieures en question. Je ne sais pas comment des gens qui se disent africains, qui sont dirigeants, qui sont présidents, qui sont ministres, qui sont ambassadeurs, sont tombés aussi bas dans l'auto-humiliation en acceptant ça. Eux, les Africains, c'est d'eux. Est-ce qu'ils peuvent me dire quelle loi ils dictent en Europe? Rien. Ils ne dictent rien. On vous fait ça en vous disant on va vous aider. Et plus l'aide là vient, plus vous êtes pauvres, plus vos populations souffrent et vous ne prenez pas conscience. Alors, Embalo peut agir comme il a agi parce qu'il connaît parfaitement l'évangile de la CEDEAO. Et l'évangile dit quoi? Au commencement, n'était pas le verbe. Au commencement était le grand chef blanc assis en haut. À partir du moment où tu te soumets au doigt et à l'œil à ce grand chef blanc, que tu reçois les ordres de lui, que tes richesses tu les lui donnes gratis ou bien il vient les ramasser de force, que partout tu chantes les louanges du petit chef, il n'y a pas de problème. Dès que tu es dans ce créneau, à la CEDEAO, tu peux foutre tout le bordel que tu veux. Umaru, c'est ça, puisque c'est lui, tu te rappelles, qui avait la clé de la force anti-putsch que la CEDEAO devait créer. Mais la CEDEAO devait s'occuper, par exemple, si aujourd'hui on dit, ah, on a chassé les Ghanéens du Nigeria. Voilà, la CEDEAO a matière à discuter. On a chassé les Béninois du Sénégal. Voilà, la CEDEAO a matière à discuter. Ça ne les intéresse plus. Parce que tu te rappelles, avant la CEDEAO, c'était un jeu de ping-pong entre le Ghana et le Nigeria. Aujourd'hui, c'est des Nigérians qu'on chasse par millions au Ghana, et le lendemain, c'est des Ghanéens qu'on chasse par millions au Nigeria. La CEDEAO est venue calmer tout ça. Il fallait renforcer ça, cette entente entre les peuples. Mais ils s'en foutent complètement. Donc, Embalo, connaissant bien le credo, connaissant bien l'évangile, l'ayant bien assimilé, a créé un épouvantail qu'il appelle force anti-putsch. Maintenant que son maître, le maître suprême de la CEDEAO, le maître des maîtres, le capot des, les mafieux disent quoi, le capi del capo, c'est-à-dire que le chef de tous les chefs mafieux. Maintenant que le grand chef là-bas dit qu'il a même des bombes atomiques qu'il distribue à qui veut, comme des bonbons. Tu comprends? Donc si tu lui fais allégeance, toi un membre de la CEDEAO, on t'envoie 2, 3 ou 4 bombes atomiques et puis tu intimides tes voisins avec. Donc il s'en fout, mais complètement. On a vilipendé, méprisé, ostracisé les pays du Sahel. Aucun de ces pays n'a humilié la CEDEAO. Aucun. Pas même verbalement. Aucun. Ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger, ils n'ont jamais humilié la CEDEAO qui matin, midi, soir était l'arme au pied pour aller les attaquer. Donc, et l'attaquant principal, c'était Embalo Sissoko. Il faut aller faire la guerre. Il faut semer la démocratie à la Kalachnikov et au 12-7 et au canon anti-charé machin. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit, attention, que la CEDEAO c'est un rassemblement inefficace, hypocrite. Ah, il sait de quoi il parle. Quelqu'un d'autre, toi, si tu dis ça, on va t'accuser de complotisme. Si quelqu'un dit ça, on dit, ah, c'est toujours lui, il exagère. Bon, Embalo, il exagère aussi, ou bien c'est toujours lui. Donc, Embalo est vraiment tranquille. Il peut dire ce qu'il veut à la CEDEAO parce qu'il les connaît. Comme c'est eux qui l'envoyaient pour intimider les autres, il les connaît très bien. Il connaît même leurs failles. Et il sait qu'un des grands chefs de la CEDEAO qui lutte avec acharnement contre les putsch, que un des grands chefs est un putschiste invétéré.
guerre civile, on tue les gens, on torture la constitution, on s'installe. Bon, à partir de ce moment où tu as ces gens-là avec toi, dis-moi de quoi Embalo a peur. Il n'a peur de rien. Alors on lui souhaite la bienvenue dans le cadre de la vérité. Justement, Didier Alaou, sur quel levier s'appuie Oumaro Sissoko Embalo pour défier la CEDEAO, hein? La mission a été carrément renvoyée, sans ménagement. Oui, mais tout à fait. Embalo Sissoko est, si vous voulez, excusez-moi du terme, un membre, entre guillemets, de la pègre. Il connaît très bien comment ça marche, il connaît très bien comment ça fonctionne, il connaît très bien comment les choses sont organisées là-bas, il sait très bien d'où viennent les ordres, parce qu'il a participé à beaucoup de coups foirés. C'est un membre actif, si vous voulez, c'est un numéro 10 dans l'équipe. C'est un type qui a passé tout son temps. Rappelez-vous, après les événements du 23 juillet, du 26 juillet, intervenus en 2020 au Niger, mais parmi les gens qui étaient très actifs, qui voulaient appuyer sur le bouton nucléaire, mais il était l'un des... C'était un chef peloton, si vous voulez. Donc c'est assez contradictoire de voir le même Embalo aujourd'hui, qui se fout complètement d'une mission quelconque ou d'un test quelconque de la CEDEAO. C'est quelqu'un qui est habitué, il sait comment ça se passe, il sait comment ça s'organise. Donc, c'est sur ce levier-là. Donc, le premier levier, pour répondre à votre question, le premier levier sur lequel s'appuie le président Bissau-Guinéen, c'est sa connaissance exacte du milieu. Il exploite les faiblesses de la CEDEAO. Il exploite les faiblesses de la CEDEAO. Ça, c'est un. Deuxièmement, n'oubliez pas que aujourd'hui, et d'ailleurs, vous avez vu, aucun chef d'État n'a pris la parole. Mais il peut personne ne lui a rien dit du tout. Ça veut dire, mais vous savez, je cite cet exemple. Vous savez, dans un gang là, quand un des membres est fâché et il hausse le ton, les autres se regardent et ils essayent de calmer le jeu parce que l'affaire ne doit pas sortir dehors. Voilà. Et donc la CEDEAO n'a même pas intérêt à le menacer parce que si le menace, il va tout mettre dehors. Et puis les choses que nous, on ne savait pas, on sera obligé d'être informé de tout. Donc je pense que il s'appuie sur ce levier, la connaissance de l'organisation, et il sait comment ça fonctionne. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, après le départ des pays de l'AES, la CEDEAO n'a pas intérêt à voir de nouveaux membres s'en aller. Déjà que le Togo a affiché sa volonté d'appartenir à l'AES, je pense que la CEDEAO, il ne reste plus rien. Le peu comment je vais dire, ce qui reste de l'organisation est en train de marcher aujourd'hui sur les œufs et ils n'ont pas intérêt. Donc aujourd'hui, s'ils menacent jamais Embalo Sissoko, eh bien, il va tout foutre en l'air et il va rejoindre l'AES et puis et c'est fini, il n'y a plus rien. Sur le fond du problème, la conjoncture politique même de la Guinée-Bissau, que pensez-vous du maintien au pouvoir de Sissoko Oumaro Embalo malgré l'expiration de son premier mandat depuis c'est la CEDEAO qui organise ça. Ce genre de comportement, c'est organisé par la CEDEAO. De quelle manière? De la manière où, selon que ta tête est blanche ou rouge, il y a un comportement envers toi. Parce que s'il y avait... Il a dit que c'est une association inefficace et hypocrite. Il y a tout dans ces mots-là. Donc il sait... Il a même indexé les chefs d'État. Voilà. Il sait qu'il n'y a rien. Parce que s'il y avait quelque chose à craindre, il n'aurait pas osé. La Guinée-Bissau, excusez-moi, c'est des guerrieros, c'est vrai, ils aiment la guerre, ils ont fait la guerre, mais quand même c'est un petit pays comparé à certains mastodontes de la CEDEAO. Ils n'oseraient pas faire ça. Mais il sait qu'aucun d'entre eux, comme tu as posé la question, n'oserait lever la voix. Aucun président. Je mets au défi le premier président qui va prendre la parole dans la CEDEAO pour contester ce que Oumaro Embalo fait. Je les mets au défi. On les attend. Parce qu'il a leur dossier, chacun. Tu sors, tu le critiques, il te sort ta part. Tu le critiques, il te sort sa part. Mais il n'y a pas longtemps, c'est Embalo qui se promenait dans les couloirs de la CEDEAO à Abuja. Il s'autorisait même à faire des tapes sur le dos des présidents pour leur dire « Ah non, il faut laisser ton histoire de AES, il faut revenir dans... » Il disait ça à des chefs d'État.
qui n'étaient ni AES, qui n'avaient jamais dit qu'ils sont AES, mais il faisait ça, il se permettait ça, parce qu'il avait le soutien de ces mastodontes de la CEDEAO, qui étaient au garde à vous devant le grand chef, le chef des mafieux. Bon, et puis quand tu as la protection, par exemple le capi des capos de la mafia de New York ou de Calabre, mais tu ne crains rien. Tu peux t'exposer même la poitrine face à tes ennemis, ils n'oseront pas. Parce que s'ils te touchent, la mafia va raser leur famille jusqu'au dernier. Même les bébés dans les ventres de leur maman, elle va tout raser. Donc dès que tu as le soutien de la mafia et du chef suprême de la mafia, tu es protégé. Et puis Embalo, il est intelligent le gars. Depuis qu'il est venu. Mais par 2 fois, il a dissous le Parlement. La CEDEAO avait dit quoi? Rien. C'était des bombes d'essai qu'ils lançaient pour voir ces gens inefficaces et hypocrites là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont rien fait. Les élections approchaient. Est-ce que tu trouves qu'il faut attendre que la date des élections passe avant que la CEDEAO n'envoie une mission aux choses à Bissau? Non. Mais justement, c'est une question que je voulais vous soulever. Pourquoi ne pas exiger les élections dans un pays plutôt tranquille, la Guinée-Bissau, là-bas, plutôt que de faire le zèle vers les pays de l'AES? Les pays de l'AES ont fait le zèle là-bas parce qu'ils ont privé de son pain l'exploiteur numéro 1. Et l'exploiteur est le chef de la mafia. C'est lui qui terrorise les chefs d'État de la CEDEAO. Nous les regardons comme chefs d'État, mais ils ne sont rien. Ils vivent tous dans la peur. Ils sont rien. Donc, les pays du Sahel posent problème parce que c'était le garde-manger du chef de la mafia. Bon, la Guinée-Bissau, ils produisent quoi? Ils ont un peu les noix de cajou. Bon, les noix de cajou, on les trouve partout. Même ici, au village chez moi, à Tchitchaou, on fait les noix de cajou. Donc, ce n'est pas une matière stratégique. Et ils produisent quoi? Bon, il y a la pêche, parce que c'est un pays à la côte très découpé avec des îles et tout. C'est un endroit où on peut vraiment bien pêcher. Et puis, entre autres activités, on vend la drogue. Voilà. La drogue vient de Colombie. La drogue n'est pas une activité économique officielle. Activité économique. Prohibé. Les pays européens aujourd'hui, s'ils sont honnêtes, ils vont reconnaître qu'ils se sont développés par l'argent de la drogue et de l'esclavage. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'on ne va pas s'en sortir hein, si on est en train de les couvrir comme ces dessins. Hein, ils ont prié le dimanche à l'église et puis Dieu a envoyé l'argent. Non. C'est la drogue. C'est l'esclavage. C'est le trafic d'êtres humains. Pourquoi les gens ont des problèmes aujourd'hui avec l'Ukraine? Parce que si on arrive à débarquer le chef mafieux de Kiev, cocaïnomane, c'est pas moi qui le dis, hein, on le lui dit tous les jours, hein, donc il ne faut pas aller dire que Kagame a dit qu'il est cocaïnomane. Mais si on arrive à le déboulonner, qui va envoyer des petites filles et des petits garçons au réseau pédophile en Europe et en Amérique? Voilà pourquoi on le soutient inconditionnellement. Et voilà pourquoi Trump et Poutine, qui ne sont pas dans ces réseaux pédophiles, disent on doit en finir avec lui. Donc il ne faut pas croire ce qu'on nous dit à la surface, non. Tu crois que les journalistes qui animent certaines chaînes, les soi-disant officiers qui jouent au Bébête Show, tu connais le Bébête Show? C'est une émission satirique, dessin animé, qu'animait la chaîne, je crois, c'est France TF1, qui est très très amusant. C'est une émission que j'adore. Tu vas aujourd'hui même sur YouTube, tu vas retrouver des émissions de Bébé Show. Maintenant, on a coopté 3 ou 4 généraux qui jouent au Bébé Show chaque soir. La Russie va perdre. Elle a déjà perdu. La Russie n'a rien. La France a 300 bombes nucléaires. J'ai dit, mais attends, si tu tiens 300 bombinettes, dont tu n'as même pas vérifié si ça marche ou non, et quelqu'un est assis avec 6900 ogives thermonucléaires, ce n'est pas les amusements d'Hiroshima et de Nagasaki, mais quand tu lui parles, fais attention. Même si tu lui envoies la première frappe. Hiroshima, Nagasaki, c'était pas amusement parce que ça continue. Non, comparé aux bombes. Non, attends, comparé aux bombes qu'on a aujourd'hui, Hiroshima et Nagasaki passent pour ce n'est rien du tout, un ça. vieux fusil de traite. Donc, quand quelqu'un a ça, tu parles, il te regarde. Il te regarde. Donc, moi, je crois que les gens protègent leurs intérêts. Quand tu vois ces gens-là, leur vie privée, comment ils vivent, les réseaux pédophiles et tout. Donc, c'est pour te dire que tant que tu ne menaces pas leurs intérêts, tu es tranquille. Ouais. Les pays du Sahel ont commis le crime, entre griffes, de menacer les intérêts. Et c'est pourquoi on les ostracise avec l'aide de quelques herbivores locaux, de gros herbivores locaux, alors que
on conseille aux gens de devenir des carnivores ou des omnivores. Les gros herbivores locaux sont en train de suivre les omnivores européens pour maltraiter leur pays frère. Alors, aussi la même question, parce que l'opposition bissau-guinéenne a raison de contester le maintien au pouvoir de Maro Sissoco Embalo, parce que la Cour suprême, entre-temps, a prorogé son mandat jusqu'au 30 septembre. Oui, vous savez, c'est à peu près le même débat un peu partout. C'est-à-dire que, pour revenir encore au protocole additionnel de la CEDEAO, où on intime l'ordre aux dirigeants de respecter le nombre de mandats, de respecter la Constitution, la séparation de pouvoir, etc., etc. Et le gros problème au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas en tant que tel la CEDEAO qui n'est pas une bonne institution. C'est les hommes qui l'ont animée, qui se sont laissés vassaliser, qui se sont laissés incorporer, embarquer dans d'autres aventures qui ne concernent pas du tout le continent ni la région. Donc c'est ça le problème. Sinon, les tests de la CEDEAO, son fonctionnement et les objectifs poursuivis sont nobles. Maintenant, pour revenir à la Guinée-Bissau, je crois que le débat qui se pose là-bas, c'est quoi? C'est qu'il est venu Embalo Sissoco au pouvoir en 2000 et que l'opposition considère que son mandat venait à terme le 27 février dernier. Et si le mandat finit le 27 février, ça veut dire qu'il fallait organiser les élections. Bien donc avant le 27 février. Voilà, avant le 27. Mais lui, il trouve que c'est plutôt en novembre qu'il doit organiser les élections. Et je crois que c'est ça qui a amené donc ce bruit-là à l'intérieur du pays. Mais je pense que tout à l'heure, l'ambassadeur Sogouyou a rappelé un fait qui paraît important, et qui est très important, c'est que depuis 2012, la Guinée-Bissau a nécessité une attention particulière de la part de la CEDEAO. Et je pense que c'est même bien avant, mais je pense qu'il y a eu un dernier coup d'État où la CEDEAO a mis en place une commission de suivi. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que cette mission est partie en Guinée. Mais je crois aussi que ce que reproche notamment le président Embalo Sissoco, c'est que cette commission a violé donc la feuille de route. Et qu'elle s'est mise à rencontrer des gens qu'elle ne devait pas rencontrer, la société civile, certaines organisations-là qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas contenues dans la feuille de route. Donc c'est à partir de là que je crois qu'il était même en voyage. Et quand il est revenu, il les a menacés un peu et puis ils ont quitté le territoire. Mais au fait, c'est une situation qui vient en fait corroborer la thèse selon laquelle les organisations, l'organisation de la CEDEAO, son agenda n'est jamais un agenda qui est clair et qui va à l'avantage des populations. Encore une fois, Embalo Sissoco savait très bien ce qu'ils étaient en train de concocter et d'où ça vient, comment ça va évoluer. Et il connaît la trajectoire, il sait comment tout cela se déroule et tout de suite il a essayé de mettre un coup d'arrêt à ça pour avoir les mains tranquilles et pour pouvoir continuer à présider aux destinées donc de son pays. Mais je pense quand même que c'est dommage tout ceci. C'est dommage dans la mesure où nous sommes à un moment où bien que la CEDEAO elle soit quasiment inexistante et inopérante, elle a quand même besoin de faire peau neuve et de se réorganiser pour maintenant commencer à prendre en compte les réelles préoccupations la CEDEAO ne peut pas se réorganiser. C'est des gens qui ont organisé ça, qui sont quelque part. Si eux ne donnent pas le feu vert pour une réorganisation, la CEDEAO ne peut rien. Mais attends, rendons-nous à l'évidence. La CEDEAO ne peut rien. Il y a des gens qui sont dehors qui donnent les ordres. Et ces gens qui donnent les ordres ne se cachent pas. Ils ne s'en sont jamais cachés. Ils se tapent la poitrine et ils donnent les ordres. À Mondo Vision, à la télévision. Quelle CEDEAO maintenant? Maintenant, Embalo, comme on le disait, il en sait tellement sur eux, excusez-moi le terme, il tient chacun d'eux par ses couilles.
pourquoi j'ai dit personne ne bronchera. Mbalo a dissous les assemblées. Mais Gilles, si les gens sont sérieux, si la CEDEAO était un regroupement de gens prévoyants, on dit les élections en février, vous laissez passer le mois de février et en mars, vous envoyez une délégation et la délégation arrive comment? Elle doit voir quand même. On arrive dans un pays, il faut voir le chef de l'État. Vous n'êtes pas arrivé dans une brasserie. Parce qu'à la brasserie, tu peux boire ta bière sans connaître le propriétaire de la brasserie. Donc, vous arrivez et vous recevez vos fameuses sociétés civiles. Maintenant, tout le monde sait comment fonctionnent ces sociétés civiles, aussi bien en Afrique qu'en Europe. C'est des financements de l'USAID, de George Soros, pour foutre le bordel partout, implanter le transgenrisme partout. C'est ça la société civile. C'est pourquoi ça ne marche pas. Donc, ils viennent et ils se promènent, ils se baladent chez tous ces rigolos et ils disent que ils sont venus. Mais il fallait élection en février. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils auraient dû commencer depuis le mois de novembre. Pour dire, mais faites attention, le délai c'est en février. Opposition, pouvoir, organisez-vous. Nous, CEDEAO, on est prêt à vous accompagner pour avoir les élections en février. Vous laissez passer les élections. Et vous venez faire les donneurs de leçons, les démocrates, alors qu'on sait de quel pays vous venez chacun. On sait le bordel qu'il y a dans ces pays. On sait comment... D'ailleurs, Oumaro Sissoko a distribué quelques fraîches à un président voisin. Il a dit, malgré tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas le chantre de la démocratie. Vous aussi, vous avez des casseroles. Mais c'est ce que... Ils n'ont pas des casseroles. Ils ont des... Attends, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas des casseroles. Casseroles, c'est petit. Les timbales. Tu connais le gros machin dans lesquels on prépare à manger aux militaires. C'est ça qui traîne. C'est pas des petites casseroles de cuisine de nos mamans. Non, ils traînent des timbales comme ça. C'est comme ça qu'ils traînent. Et vous pouvez oser aller donner des leçons à un ballot qui vous connaît bien. Maintenant, Didier, alors où Sissoko ira-t-il jusqu'à sortir son pays de la CEDEAO? En tout cas, si la CEDEAO, en tout cas, si il est sur la voie, en tout cas, si la CEDEAO branche et le menace d'une quelconque sanction que ce soit, bon, ça en est fini. Ça va être encore un membre de moins. Et l'AES va continuer à enregistrer des adhésions et à grandir. Je pense que la CEDEAO aujourd'hui, elle ne porte que son histoire. Elle va mourir progressivement. Et pour revenir à la réorganisation de la CEDEAO dont je parlais, au fait, aujourd'hui, en tout cas pour les dirigeants, la plupart des dirigeants qui constituent aujourd'hui les grands responsables de la CEDEAO, je pense notamment à Bouhari lui-même, je pense à la Côte d'Ivoire, le président Ouattara. Je pense que ces présidents aujourd'hui me paraissent totalement décrédibilisés et ne peuvent pas porter de changement à la tête donc de l'organisation. Ils ne peuvent plus rien faire. Voilà pourquoi ce qui va se passer dans quelques mois ou quelques années encore, c'est que progressivement, vous allez voir qu'il y aura un vide qui va commencer à se faire. Et de plus en plus, on ne parlera plus de CEDEAO. Et les travaux habituels que font les commissions ou les réunions, les rencontres des chefs d'État, les conseils de ministres, etc., vous allez commencer à constater que de plus en plus, il y aura des absents. Et puis, avec le temps, on n'entendra plus parler du tout de la CEDEAO. Et nous allons constater tous ensemble que c'est fini. Il n'y a plus rien du tout. Et là, ce qui va se passer aussi de l'autre côté, c'est qu'on va constater des adhésions à l'AES. Maintenant, l'AES doit être vigilant. Et voilà pourquoi j'apprécie une des conditions qui permettent à un pays d'entrer dans l'AES. Et la condition principale et majeure, évidemment, c'est la dénonciation de tous les accords avilissants. Oui, les accords coloniaux avec les puissances impérialistes. C'est-à-dire que s'il y a des accords militaires, économiques, etc., il y en a beaucoup, on le sait tous, qui maintiennent nos pays dans la domination. Si donc, je pense que les pays de l'AES vont être très regardants pour éviter que l'AES ne devienne un refuge pour des gens qui ne veulent pas
qui ne veulent pas se démarquer de leur maître, mais qui veulent, pour certaines raisons inavouées, venir quand même intégrer l'AES pour encore, entre guillemets, semer le bordel, comme on peut le dire. Donc, il faut que l'AES soit très vigilant et que pour les adhésions à venir, que les gens lisent bien les dossiers, comprennent bien le fondement, la nécessité, avant donc d'accepter les adhésions. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs Absolument. que celles de la CEDEAO. Mais bon, vous avez prononcé plusieurs fois la mort de la CEDEAO, mais est-ce qu'elle va vite s'en aller? Parce que deviendront les projets sous-régionaux pilotés sous l'égide donc de la communauté sous-régionale? Il y a plusieurs projets en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'énergie. Peut-être tu en as personnellement profité. Moi, j'ai jamais rien vu. On parle d'une route qui va de Lagos à Abidjan, on l'attend toujours. On en parlait quand elle est en construction. Moi, je connais très bien l'exemple du projet sous-régional d'électricité, le marché régional de l'électricité, implanté au Bénin. Oui, mais financé par qui? Financé par qui? C'est ça qui empêche les tenants de l'électricité de menacer les autres de coupure matin, midi, soir. Un chantage permanent. C'est ça que ça les empêche. Oui, mais est-ce qu'on va abandonner tous ces projets financés à coût de milliards? Quel milliard? Laisse tomber. Ça dit qu'il faut commencer à ouvrir les yeux. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui, je parle spécialement des pays de l'Asie du Sud-Est, ils n'ont pas attendu un regroupement qui vient installer les lignes électriques, qui vient construire les hôpitaux. Chaque pays se bat. Tu as vu le jeune Traoré, ce qu'il est en train de faire? Il a attendu quel CEDEAO? Il a attendu quelle aide internationale? Hôpitaux, routes, agriculture. Il a attendu qui? Mais il faut prendre les bons exemples et les appliquer, c'est tout, il n'y a rien à faire. Si vous attendez votre développement de ceux qui ont intérêt à vous maintenir dans la pauvreté, parce que c'est eux qui siphonnent vos richesses, mais attendez, alors pourquoi ils ne sont pas développés? Pourquoi le Niger n'est pas développé? Il fournit au moins 70% de l'uranium de toute l'Europe. Ils sont tous dans l'obscurité là-bas. Pourquoi le Mali, avec son or, son coton, ils se sont développés jusqu'où? Mais des gens sérieux, des gens patriotes viennent, ils disent nous voulons contrôler nos richesses et justement construire nos pays, et c'est eux qu'on diabolise. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas, les gens. Ceci dit, vous dites que la CEDEAO, l'AES, il faut que ceux qui veulent aller remplissent tel. Non. L'AES, c'est les peuples qui veulent aller dans l'AES. Les dirigeants veulent, même s'ils veulent, ils ont peur. Parce que si aujourd'hui, tu n'es pas encore dans l'AES et tu laisses supposer que tu veux y aller, mais on t'organise même un coup d'État. Ah oui, il y a des coups d'État préventifs. On en a vu dans d'autres pays. Ce n'était pas des patriotes, mais il y a eu coup d'État. Hein, qu'est-ce que les musulmans disent? C'est quoi? Cacher. Non, ça c'est les juifs. Il y a une expression pour dire que c'est accepté, c'est consommable. Donc, halal. Voilà. Il y a des coups d'État halal. Donc, si toi, tu commets l'imprudence de laisser voir que tu veux aller dans l'AES, coup d'État halal. C'est ça le problème. Donc, c'est les peuples qui doivent montrer leur désir d'aller dans l'AES. C'est tout. Si les peuples montrent ce désir, on sait que si à coup d'État, le peuple ne va pas changer parce que tu as renversé le chef. Eux, ils veulent aller dans l'AES. L'AES, ça veut dire quoi? On ne dit pas qu'on va déplacer le pays pour aller l'implanter dans le Sahel, ou on va déplacer les populations. Non, ça veut dire un comportement, l'amour de la patrie, la préoccupation du bien-être des populations. C'est ça l'AES. Si tu appliques ça chez toi, tu n'as même pas besoin de dire que je vais dans l'AES. Tes maîtres là-bas sentiront que, attention, le gars là, il est en train de changer. Hein. Maintenant, il donne la priorité aux populations, il donne la priorité à sa jeunesse. Mais maintenant, si, comme je le disais, tu connais l'évangile de la CEDEAO, qui est d'appauvrir ton peuple pour enrichir des parasites, eh bien, ça va. Didier, avec ce qui se passe en Guinée-Bissau, dans l'AES, on doit être en train de boire le petit lait, là. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais. Les événements donnent raison peut-être. Bien sûr. Bon, en tout cas, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, beaucoup commencent à constater, et ensemble avec même les détracteurs de l'AES, que l'AES, vraiment, c'est un regroupement de pays qui sont jaloux de leur souveraineté et de leur développement endogène. Maintenant, il y a une question que vous aviez posée concernant les projets.
qui serait en cours dans la CEDEAO, je pense que la CEDEAO a montré son incapacité et son incompétence notoire à tout point de vue. Que ce soit en matière de gestion de projet, que ce soit en matière même d'intégration. Regardez un peu, après les événements, moi j'étais à Niamey, après les événements du 26 juillet 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, des chefs qui sont censés œuvrer pour l'intégration, œuvrer dans l'intérêt supérieur de leur peuple à eux, tout de suite se sont réunis pour prendre des sanctions qui sont complètement illégales, qui ne figurent dans aucun texte de la CEDEAO. Figurez-vous, nonobstant la guerre aujourd'hui en Ukraine, il y a toujours des échanges qui se font entre la Russie et l'Europe. Parce que justement, ces échanges-là permettent aux deux populations de survivre. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué chez nous? Tout de suite, on a fermé les frontières, on a bloqué des médicaments, des produits de première nécessité. On a coupé l'électricité. Le Nigeria a coupé l'électricité sur des mois et des mois. On était tous abonnés à d'autres sources d'énergie. Moi, j'étais à Niamey à l'époque et je vous assure que c'était traumatisant de voir que des gens avec qui vous appartenez ensemble au même regroupement se comportent ainsi. Et vous parlez même la même langue. Vous parlez la même langue, vous avez les mêmes cultures, vous avez tout en partage. Et mieux, regardez ce qui s'est passé. Au Bénin, le président Talon a même mis un embargo sur le pétrole nigérien. Dans d'autres pays, en tout cas, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO nous a suffisamment prouvé qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, on ne peut qu'encourager les dirigeants de l'AES à continuer à travailler, à continuer à séduire à travers de belles actions. L'ambassadeur parlait tout à l'heure, je vois même à l'écran, Ibeka, qui fait de très bonnes choses. Pardon, excusez-moi le terme. Ibrahim Traoré, le capitaine, qui fait de très très bonnes choses dans son pays. On a vu aussi au Mali les choses qui se font. On a vu aussi au Niger. Vous avez vu le général Tiani qui a diminué sur le prix des ciments, qui a diminué sur le prix des hydrocarbures et qui est en train de réformer le secteur des mines, etc., etc. Donc je pense que qu'est-ce qu'on attendait pendant tout ce temps? Vous croyez que si jamais ces pays-là sont restés inféodés à la France impérialiste, vous croyez que aujourd'hui on serait en train d'assister à ces genres de réformes? Pas du tout. Donc, pour ne pas paraphraser un ami avec qui je parlais hier qui disait vive la mort de la CEDEAO. Finalement, avec l'affirmation de plus en plus forte des souverainetés nationales, est-ce que le rêve d'intégration de l'Afrique, là, est-ce que ça tombe à l'eau? Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est maintenant que des fils courageux de l'Afrique amorcent l'intégration africaine. Des gens qui vont travailler sur les traces de Kwame Nkrumah, qui vont travailler sur les traces de Sékou Touré, qui vont travailler sur les traces de Lumumba, qui vont travailler sur les traces de certains anciens précurseurs qui ont posé le jalon de l'unité africaine. C'est maintenant. Après, les puissances occidentales, toujours en avance sur nous, ont mis sur pied un système pour éclater nos pays. Et regarde aujourd'hui, l'Ukraine devait servir de modèle à la CEDEAO. C'est incroyable. On dirait qu'à la CEDEAO, ils n'ont même pas un journaliste qui lit les journaux pour suivre ce qui se passe ailleurs. Mais regarde, comme il a dit, tout ce qui se passe, mais l'aide pleut sur l'Ukraine. Absolument. C'est tous les pays européens. Mais si c'était en Afrique... Comme il n'y en a jamais eu. Si c'était en Afrique, tu aurais vu un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, allant combattre l'Ukraine pour faire plaisir à la Russie. C'est ce qu'on fait chez nous ici. Mais c'est inimaginable en Ukraine. Vous avez fait ici le fameux G5 Sahel. Ça demandait combien? Il semble 1 milliard de dollars. Mais chaque jour, tout dirigeant européen, quand il met la main dans la poche, c'est au moins 2 ou 3 milliards qu'il sort pour donner à Zelensky. Mais vous avez cherché 1 milliard, vous ne les avez jamais trouvés, jusqu'à ce que votre G5 Sahel meure.
Et la CEDEAO est assise là-bas. Les gens continuent à réciter le même credo. Les gens continuent à écouter le même évangile du même prêcheur qui prêche la misère, qui prêche l'oppression sur les populations africaines. Mais c'est eux que les gens continuent d'écouter. Embalo, tu sais, je t'ai dit que je ne l'aime pas. Mais comme il a commencé à écrire l'oraison funèbre de la CEDEAO, ben, on peut l'aider. Parce que ce qu'il fait là, c'est l'oraison funèbre. J'ai dit, la CEDEAO est déjà morte. Absolument. Embalo a entamé l'écriture de l'oraison funèbre. On est là, on va voir. Parce que Embalo n'est pas seul. Embalo, les gens du Sahel, là, ils ont les meilleurs services de renseignement. Vous le savez, vous êtes d'accord avec moi. Quand vous écoutez le général Tiani parler, vous savez que le gars, il sait de quoi il parle. Ils ont tellement de renseignements qu'ils savent exactement vers où va tel pays, tel pays, tel pays. Donc, la tendance, je vous ai dit que l'AES a le vent en poupe, que tous les alignements d'étoiles sont en faveur de l'AES. On ne force pas. Fais attention. Tu te rappelles, Embalo, malgré toutes ces gymnastiques, d'un palais à l'autre en Afrique pour prêcher la bonne nouvelle de la CEDEAO, il s'est retrouvé où un jour? À Saint-Pétersbourg. Il ne s'est pas arrêté là-bas. À Moscou, il ne s'est même pas arrêté là-bas. Et il a continué où? À Sochi. Ça dit que, bon, tu m'excuses le terme, c'est l'entrée du lion. C'est chez Poutine. Et il est allé même chez le Tchétchène Kadyrov. Ce que les pays de l'AES n'ont jamais fait. Donc ça déjà devait faire réfléchir les gens pour savoir que Embalo sait que s'il veut sortir de la CEDEAO, ils vont lui faire la peau. Et il était en train de chercher ceux qui peuvent le protéger contre les tueurs professionnels de la CEDEAO. Ce n'est même pas la CEDEAO qui tue. On sait qui tue au nom de la CEDEAO. Depuis les fameuses indépendances, plus de 100 ou combien de coups d'État en Afrique, on a accusé tel général, ces généraux, ces capitaines, ces colonels, c'était des faire-valoir. Ils n'ont jamais fait de coup d'État. Ils n'ont jamais tué leur président. On sait qui tuait les présidents et leur faisait endosser ces crimes horribles, hein, pour faire reculer l'Afrique et nous maintenir dans la misère. Alors, si c'est comme il n'a aucun remords, hein, parce que... remords de quoi? Ben, finalement, parce qu'eux, ils demandent des excuses publiques de la CEDEAO. C'est quand même gros, la Guinée-Bissau. Oui. Et pourquoi ils demandent des excuses publiques? Parce que la CEDEAO ne s'est pas comportée comme une organisation normale, connaissant le droit, les règles des relations internationales et la diplomatie. Tu ne peux pas faire atterrir une délégation dans le pays de quelqu'un et le lendemain, il se promène d'un opposant à un autre, oui, quand on sait que cet opposant... Mais quel est le problème si on rencontre, ce sont des échanges? On commence par là. Quand vous venez, vous rendez une visite de courtoisie au chef de l'État du pays, vous lui dites pourquoi vous êtes là, il prend connaissance de votre feuille de route et avalise. À partir de ce moment, vous pouvez organiser des réunions même dans le trou le plus perdu du pays. Vous n'êtes pas inquiété. Aujourd'hui, ces gens de la CEDEAO, on peut les confondre aux terroristes. Oui, mais vous pensez que la mission de la CEDEAO n'a pas été annoncée aux autorités bissau-guinéennes? Oui, elle a été annoncée. C'est pourquoi l'avion a pu atterrir normalement. Donc, la suite, Embalo attendait en son palais. C'est que, bon, écoutez, la CEDEAO nous a envoyé. Voilà ce que nous sommes venus faire. Mais ils ne sont pas allés. La CEDEAO a endossé l'arrogance de ses maîtres. Ce que ces maîtres blancs viennent faire contre les chefs d'État africains, la CEDEAO a pris ça. Il s'est approprié ça. On peut aller dans un pays, on fait ce qu'on veut, c'est démocratie, c'est droit de l'homme, c'est anti-putsch. Mais mes amis, la CEDEAO est le premier encouragement des putschistes. C'est la CEDEAO qui encourage des gens à faire des putsch en Afrique. Ou bien ils arrêtent, ou bien ça continue. Nous allons marquer une pause pour la première partie. Guinée-Bissau, Embalo humilie la CEDEAO. Vous nous recevez en 4 modes sur notre bouquet New World TV, application à télécharger dans App Store ou Play Store, YouTube, notre chaîne officielle, et puis sur Facebook, nous sommes en direct. Envoyez-nous vos contributions dès maintenant, puisque dans une dizaine de minutes, je vais vous les égrener. Plus 228 96 08 43 43, c'est le numéro. Écrivez-nous via WhatsApp. Pas d'appel, s'il vous plaît, juste des messages que je vais relayer d'un moment à l'autre. Et n'oubliez pas d'aimer, de protéger cette émission et de partager New World Forum, la voix de l'Afrique qui change. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.